Bonjour, bienvenue Ousguardo qui retrouve donc son heure et son endroit pour être diffusé, c'est Radio Alta Reguanza, juste après votre rendez-vous d'information du matin. Et durant toute cette semaine, nous accueillons Charlie Voglimachi. Bonjour. Bonjour. Nouveau conseiller départemental encore du Sud, élu ce dimanche dans le canton d'Ajaccio 4 avec son binôme Nathalie Ruggeri. Donc, on va parcourir l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines encore, si vous le voulez bien. Et bien évidemment, on va démarrer avec les élections départementales qui se sont déroulées dimanche. Donc, 11 binômes qui ont été élus. Et ces élections donc, vont donner lieu à l'élection du président du Conseil général de la Corse du Sud. Ça sera jeudi. Alors dimanche, à l'occasion de ce scrutin qui a vu l'élection de Nathalie Ruggeri, la vôtre, nous avons rencontré Marcel Francic et nous lui avons demandé, puisque c'est vrai qu'il y a certains bruits, certaines rumeurs, quant à sa candidature, quant à son éventuelle candidature, peut-être aux côtés ou en opposition, ça dépend de celle de Jean-Jacques Panunzi. On écoute une courte interview de Marcel Francic et on se retrouve tout de suite après. Pour moi, et dans la droite ligne de ce que je fais depuis 2006, la recherche du consensus est primordiale. Donc jusqu'à jeudi, je continuerai à parler avec les uns et les autres pour faire en sorte que jeudi, il n'y ait qu'un candidat à l'élection du président du Conseil général. Il n'y ait qu'un candidat, celui qui a recueilli peut-être le plus d'intentions de vote ? Évidemment, celui qui a la majorité, bien sûr, puisqu'on peut faire ça sous forme de primaire interne. Pourquoi montrer une divergence qui n'existe pas aujourd'hui, où tout le monde s'accorde à dire que la droite est restructurée et reconstruite ? Je trouverais ça dommage. Ce serait de toute façon, dans les deux cas démocratiques, je préfère moi le consensus. Si ça doit passer par un vote, bien on fera un vote. Alors Charlie Voglimachi, donc ces élections à la présidence du Conseil général, beaucoup de réunions, beaucoup de... Non, pas spécialement. Je ne vous cacherai pas que j'étais plutôt concentré sur le deuxième tour de mon élection. Alors vous dire que l'on n'a pas été contacté serait un mensonge, bien évidemment, mais bon, moi je prends les choses les unes après les autres, donc j'avais dit que je laisserai d'abord passer mon élection et ensuite nous verrons comment on va procéder. Pour l'instant, si j'ai bien compris ce que disent les uns et les autres, il n'y a que des discussions entre Marcel Francic et Jean-Jacques Panunzi. Je fais confiance au bon sens de ces deux personnes pour sortir par le haut. Donc bien évidemment, ça voudrait dire une seule candidature. Maintenant, je ne suis pas dans le secret absolu de ce qui peut se dire et se passer entre ces deux hommes. Voilà, donc aujourd'hui, puisque nous sommes lundi, je n'ai pas été contacté et je n'ai pas plus d'informations que ça. Alors, Marcel Francic, il parle de primaire interne, est-ce que c'est le cas ? Pour l'instant, je vais vous dire non, puisque s'il devait y avoir de primaire interne, donc nous serions invités à y participer, c'est-à-dire les 22 conseillers départementaux, et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas été contacté pour ces fameuses primaires. Marcel Francic, il parle aussi de consensus, c'est l'image en fait que... au-delà d'une image en fait, c'est cette majorité municipale qui veut se reporter aussi au département. Oui, bon, je pense que tout le monde a compris qu'Ajaccio, aujourd'hui, est revenu dans sa famille politique, c'est-à-dire la droite. La ville d'Ajaccio, ce n'est pas rien, c'est plus de 65 000 habitants. Nous avons quand même un député maire. Le conseil général qui est à droite depuis maintenant quelques années. C'est sûr qu'Ajaccio a son mot à dire et doit être représenté dignement, tout simplement. Ajaccio et les autres cantons ? Bien évidemment, il n'est pas question de mettre en concurrence le rural et l'urbain. Ce n'est pas ma volonté, et encore moins celle de Marcel Francic, et encore moins, bien évidemment, celle de Jean-Jacques Panunzi. Alors, le fait que Jean-Jacques Panunzi ait déjà annoncé sa candidature, c'était à l'occasion du premier tour, que Marcel Francic se pose la question de se présenter ou pas. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, une certaine craquelure dans cette union ? On ne va pas parler de fracture, ça serait beaucoup trop fort. Non, mais vous savez que la politique, c'est un rapport de force permanent. Après, il n'y a pas de date butoir pour présenter sa candidature. Et je ferai remarquer aussi que les 22 conseillers départementaux sont libres de se présenter, même jeudi matin, à l'élection de la présidence. Ce n'est pas réservé à 1, 2, voire 3 personnes. Alors après, on peut parler d'expérience, de durée de mandat de certains, de sortants si vous voulez, mais il n'y a pas une exclusivité réservée à telle ou telle personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la majorité départementale, elle est justement, c'est une palissade très largement majoritaire aujourd'hui. C'est vrai. J'ai remarqué que certains conseillers départementaux, plutôt étiquetés à gauche,
ont décidé de rejoindre cette majorité. Alors après, il faudra voir sur le fond, sur le temps, sur la durée, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, si la droite et la gauche existent, c'est qu'il y a quand même quelques différences. Maintenant, il faut voir sur une gestion particulière qui concerne le département de la Corse du Sud, ça peut peut-être marcher. Après, moi, par contre, je sais où je me situe, ça c'est sûr. Vous pensez à qui, Alexandre Sarle? Pas spécialement, hein, je pense à M. Mozigonac, hein, qui, sauf si je me trompe, a toujours été classé à gauche. Alors, il a expliqué qu'il rejoignait cette majorité pour justement une question de travail commun. Et bon, il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais est-ce que ça peut tenir dans le temps? Je ne sais pas. Pourquoi? Enfin, sur certains dossiers, sur certains positionnements politiques. Oui. Vous savez, on peut être sur un contrat de mandature, mais immanquablement, à un moment donné, il y a des dossiers qui vont arriver sur la table. Et vous le savez très bien, il y a des dossiers purement politiques, idéologiques. Et à un moment donné, il faut prendre position clairement. Alors vous allez bientôt donc rejoindre ce conseil départemental, ce conseil général, nouvelle version. Quel va être votre premier dossier? Déjà, on va attendre de savoir qui est le président. Ensuite, il y aura l'élection des vice-présidents. Et ensuite, il y a plusieurs commissions. Donc j'attends de voir ce que voudra bien me confier le futur président du conseil départemental, quel qu'il soit, et en fonction de mes prérogatives, eh bien, j'aurai des leviers d'action sur tel ou tel dossier. Après, moi, bien sûr, je représente avant tout, et c'est tout à fait normal, le canton Ajaccio 4. Justement, lors de cette campagne, vous avez rencontré les habitants de ce canton. Quelles doléances vous ont-ils fait remonter ? Alors, les habitants de ce canton, je les rencontre tous les jours. Je suis un enfant de ces quartiers. Je n'attends pas tous les 6 ans, comme certains, de venir les voir parce qu'il y a des élections. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Après, les doléances, elles sont plus ou moins toujours les mêmes. Bien sûr, le chômage, on n'y coupe pas, même si le conseil général n'a pas cette compétence première. Mais ensuite, vous avez le social, qui, pour le coup, touche directement le conseil général. Et après, vous avez les tracas du quotidien. Voilà, les ordures ménagères, les routes avec des trous, des lampadaires cassés. Et puis après, ça peut aller sur plein de choses, hein, des aides financières, des problèmes de loyers impayés, de factures. C'est un canton dit populaire où on a beaucoup de dossiers de ce style. Pas sur les problématiques nationales qu'a avancé le Front National, notamment dans cette campagne. Il nous évoquait dimanche des problèmes d'insécurité, des problèmes... Le Front National, du moins les candidats du Front National qui se sont présentés dans ces départementales, je ne parlerai que de chez nous dans Ajaccio 4, ils avaient un programme national, une profession de foi faite par Marine Le Pen, personne ne les connaissait, donc ils surfent un peu sur cette vague nationale. Mais je pense que la lame de fond s'est coupée en deux, parce que quand je vois les résultats du national, on nous prédisait que 2 ou 3 conseils départementaux allaient tomber du côté du Front National. Il n'en a rien été, ils ont fini 3e. Après, voilà, de toute façon, c'est pas nouveau sur le Front National, ils ont toujours procédé comme ça, et ça sera toujours comme ça. Je vous ferai remarquer qu'ils n'augmentent leur score du deuxième tour que de 73 voix sur 9 bureaux, donc c'est pour vous dire. Merci beaucoup, Charlie Voglimatch. On va se retrouver demain pour aborder un nouveau thème d'actualité. Merci à vous. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons notre invité de la semaine, Charlie Voglimatch. Bonjour. Bonjour. Nouveau conseiller départemental, donc élu fraîchement ce dimanche au conseil général, au conseil départemental, au département de la Corse du Sud. Il va falloir s'y habituer, conseil général. Tout à fait. Exit. On va parler d'un dossier important pour la micro-région ajaxienne. C'est le fameux dossier de la centrale énergétique avec cette future centrale qui va être construite au VAD. Il y a des choses qui se sont passées. Maria Giudicelli, la conseillère exécutive en charge de ce dossier, va nous dire un petit peu le déroulé prévu de cette centrale. On l'écoute et on vous retrouve après.
La mise en œuvre du projet, la construction, va nous amener à un horizon 5-7 ans. Nous sommes en 2015. Avant 2020-2022, effectivement, le gaz ne sera pas là. Il va falloir travailler en temps masqué. Il va falloir lancer la reconstruction de la centrale pour qu'elle puisse fonctionner au gaz. Et s'il y avait une phase de transition, la centrale pouvant être reconstruite à l'horizon 2020, bien s'il y a une phase de transition, il faudra travailler de la même manière que pour Luciane. Autrement dit, les moteurs devront être des moteurs dual fuel pour pouvoir, en phase de transition, utiliser le fuel léger, bien évidemment, en attente de la finalisation du schéma gazier. Alors Charlie Vogli-Match, donc l'énergie, c'est pas forcément une compétence première du département, néanmoins c'est quelque chose qui concerne tout le département justement et toute la région. Oui, effectivement. Bon, après, ce dossier de la centrale du Vaz, il date pas d'hier ou d'avant-hier. On en parle depuis des décennies. Il faut absolument que l'on en sorte déjà. J'entendais Mario Guichel qui disait il faudra. J'ai presque envie de dire il faut. C'est pas il faudra. Alors, je sais qu'ils ont énormément travaillé sur le dossier, il n'y a pas de problème. Mais vous avez quand même plusieurs interlocuteurs dans cette histoire. Vous avez l'État, vous avez EDF, GDF. Il y a des coûts colossaux. Ces transformations de moteurs que l'on nous préconise, ça coûte énormément d'argent. Et bien sûr, j'ai l'impression, à titre personnel, qu'EDF a joué la montre pendant toutes ces années. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut absolument qu'on ait une nouvelle centrale. Alors bien sûr, ça ne peut pas se faire sur un claquement de doigts, ça tout le monde en est conscient. Mais ce n'est pas en faisant des réunions, des contre-réunions et des conférences de presse qu'on va faire avancer le problème. Donc il faut qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités, EDF, GDF également. Par contre, je sais que la majorité des élus insulaires sont sur la même ligne concernant cette fameuse nouvelle centrale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, comme je vous le disais, il faut absolument qu'à Ajaccio, je ne comprends pas pourquoi on peut trouver des solutions à Luciane avec ce changement de moteur. Alors, je comprends qu'on ne puisse pas faire de suite arriver le gaz, ça on l'a bien compris. Mais cette préconisation de passer au fioul léger, pourquoi on peut la faire à Luciane, pourquoi on ne peut pas la faire à Ajaccio ? Donc on nous a expliqué les premières fois que c'était essentiellement une question de coût financier. Ça, tout le monde l'a bien compris. Mais il y a quand même un gros problème au niveau de la pollution. Moi, vous savez, j'habite pas au Vaz. J'ai des amis qui y habitent. Il m'arrive d'y aller de temps en temps chez eux. Et je vous garantis que le soir, je sens quand même une odeur vraiment spécifique. Ça dure depuis des années. Quelle garantie avons-nous sur la santé des habitants du Vaz, mais au-delà, Ajaccio. Quand vous avez un peu de vent le soir, vous savez très bien que toutes les particules sont dispersées dans l'atmosphère et ça peut aller. Je ne veux pas faire un rapport avec le nuage de Tchernobyl, mais sur le fond, on est exactement... Les particules fines. Tout à fait. Donc, quelle garantie avons-nous que la population n'est pas, je ne vais pas dire en danger, mais n'est pas affectée au niveau de la santé ? Alors, aujourd'hui, on n'en a aucune. Alors quand vous posez la question pourquoi ça peut se faire à Luciane et pas à Ajaccio, on suppose que vous avez un élément de réponse. C'est déjà une réponse, rien que le fait de poser la question. Oui, moi j'y vois peut-être un coût financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que EDF, GDF, l'État, je pense pas, mais veut pas gagner un peu de temps ? Le temps c'est de l'argent, c'est bien connu. Voilà, c'est une très vieille centrale. Et à un moment donné, voilà, il faut absolument... Quand vous pensez que quand il y a un fort pic de pollution, ils ne mettent pas tous les moteurs en marche. Voilà, je veux dire, ça aussi c'est un signe, c'est un signal, ça, c'est un signal très clair. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir trancher clairement et dire, voilà, on va le faire, il faudra le financer de telle et telle manière, mais il faut que EDF, GDF, l'État et nos élus travaillent de concert. D'autant que les syndicats ont prédit un blackout à l'horizon 2020 si rien n'est fait... très vite. Vous savez, à un moment donné, quand un problème n'est pas réglé, vous avez cette solution de dire maintenant stop. Alors ça va passer par quoi ? Des manifestations, des blocages, des barrages, je ne sais pas, peut-être plein de choses. Un blackout énergétique, c'est-à-dire... Oui, j'ai bien compris ça. Donc, bon, c'est normal. Vous y croyez ou pas ? Non, je pense qu'on a quand même affaire à des gens sensés et raisonnables. Mais maintenant, je comprends leur raisonnement. Et il est légitime. À un moment donné, quand vous n'avez plus de levier, vous actionnez le dernier levier que vous avez en votre possession. Ce qui est tout à fait normal.
Merci beaucoup, Charlie Voglimac. Merci On à va vous. se retrouver demain pour une nouvelle thématique. Merci, à demain. demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlie Voglimac. Bonjour. Conseiller départemental dans le canton d'Ajaccio 4, donc en Corse du Sud. On va parler d'un sujet important qui concerne une problématique sociale, c'est la problématique des retraités. Il y a eu récemment des manifestations de retraités pour réclamer une réévaluation en quelque sorte de leur sort et pour réclamer notamment aussi auprès de l'Office des transports des réductions parce que, disent les retraités, disent les syndicats de retraités notamment, la vie devient de plus en plus compliquée pour cette tranche de la population. On va écouter Joseph Marcaggi qui s'exprime un petit peu au nom de tous les retraités qui étaient dans la rue il y a quelques jours et on vous retrouve après. Nous sommes aujourd'hui là parce qu'il y a une revendication nationale sur la baisse du pouvoir d'achat des retraités, sur non seulement les retraites n'augmentent pas mais diminuent à cause des nouveaux calculs pour les impôts. On paye plus de taxes et souvent plusieurs retraités sont impactés par les mesures concernant la façon de calculer les impôts. Donc ils vont voir leur retraite baisser au niveau annuel. En plus, en Corse, nous avons des revendications spécifiques concernant la prime de transport, concernant les tarifs aériens, ferroviaires et aussi maritimes. Et là, il y a un grand dédain de la part de nos élus locaux qui refusent même de nous recevoir pour parler de ces problèmes. Alors, Charlie Voglimac, donc des élus qui refusent de nous recevoir. On parle de Joseph Marcaggi, parle bien sûr de la porte de bois qu'ils ont reçue à l'Office des transports notamment. Je trouve ça malheureux. Les retraités, au même titre que les chômeurs d'ailleurs, sont dans des situations très précaires. Le problème, c'est que vous avez le coût de la vie qui augmente et les salaires ou les retraites n'augmentent pas, ne bougent pas. Et elles diminuent même. Avec les réformes engagées par le gouvernement, ce monsieur le rappelait, au niveau de la fiscalité, on s'est retrouvé dans des situations complètement ubuesques. Je le sais parce que des gens qui sont proches de moi ont eu ce problème à régler. C'est-à-dire que pendant des années, ils n'ont pas payé d'impôts. Et pour une différence de 50 ou 100 euros, ils ont changé de tranche, donc automatiquement, ils se retrouvent à payer des sommes de 300, 400, voire 500 euros. Plus la demi-part de veuve qui saute. Tout à fait, j'allais y arriver. Donc je trouve ça, je vous le dis clairement, scandaleux. Scandaleux, vous avez affaire à des gens qui ont travaillé toute une vie, qui pourraient espérer profiter de leur retraite, et pour certains, parce qu'on peut le dire, du peu de vie qu'il leur reste à vivre. Eh bien non, ils doivent ferrailler, ils doivent batailler, ils ont des problèmes de loyer, de factures. Je vous en parlais tout à l'heure au niveau du canton d'Ajaccio 4. Il nous arrive de recevoir beaucoup de gens du troisième âge, beaucoup de retraités qui sont exactement dans ce même scénario. Certains sont dans des appartements qui ne sont pas des logements sociaux, donc le loyer augmente, et je vous disais tout à l'heure, leur retraite n'augmente pas, et diminue même. Donc comment voulez-vous faire pour continuer à vivre décemment? C'est pas possible. C'est à ça que sert le département aussi. On va revenir un peu sur les missions premières du département, d'être à l'écoute de ces populations en difficulté. Mais si vous aviez une politique nationale digne de ce nom, concernant nos retraités, on aurait beaucoup moins de visites de ces gens-là. Ça nous fait plaisir de les voir, attention, tous les jours, mais pas pour gérer ce genre de problème. Je veux dire, les retraités, c'est pas possible. Enfin, ils ont cotisé toute une vie pour pouvoir espérer vivre dignement. Et c'est pas le cas. Donc, et plus on va avancer dans la vie, plus on va avancer dans ce scénario, et plus il va y avoir de lourdes conséquences concernant les retraités. Déjà que c'est pas facile quand vous travaillez, ça c'est une stat nationale, une personne va changer entre 4 et 5 fois de travail dans sa vie. Imaginez-vous pour la retraite. Au niveau des cotisations, tout ça, c'est très très compliqué. Vous voyez sur le terrain que ça a empiré, on va dire, vous parliez de cette politique nationale depuis que le gouvernement Hollande est à la barre? Oui, bon après, je vous le dis très clairement, je ne suis pas du style à déjà tirer sur l'ambulance et à faire de la politique politicienne, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère le concret. Après, quand vous êtes sur le terrain, tous les jours, vous avez une vision directe de ce qui se passe. Après, vous n'avez qu'à voir. J'ai reçu dernièrement la présidente des Restos du Cœur d'Ajaccio. Les demandes ont explosé.
explosé. Donc tout ça, ce sont de forts signaux. Et j'ai demandé un détail, et vous avez de plus en plus de troisième âge, de retraités qui vont parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est-à-dire où ils payent leur facture, le loyer, où ils mangent. On en est là aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique. Surtout chez nous en Corse. C'est compliqué donc. Et le département est là aussi. On va parler un petit peu quand même des missions du département. Je pense que c'est important de les repréciser. Bien sûr. Mais la compétence première du département, c'est le social. Bien évidemment que nous sommes là pour aider ces gens, les accompagner, leur trouver des solutions. Mais vous savez, moi des fois je rentre chez moi le soir, j'ai pas réussi à satisfaire toutes les demandes. Parce qu'on n'a pas de baguette magique, c'est très compliqué. Voilà. Demain, quand vous recevez quelqu'un qui est en difficulté, on le reçoit, mais on doit d'abord l'orienter vers une assistante sociale qui doit établir son profil. Après, les aides, tout ça, ça passe en commission. Ce sont des choses vraiment très structurées. Voilà, on n'a pas. J'expliquais à un monsieur la dernière fois parce que j'ai dit on n'a pas un chéquier sur nous et on n'établit pas des chèques. Voilà, c'est une image bien évidemment, mais il faut bien comprendre qu'il y a toute une mécanique et que des fois, et ça malheureusement, c'est le problème de ce pays, la France. Moi j'ai toujours dit que la France était le pays des papiers, voilà, la paperasse. Et des fois, il y a des situations d'urgence, il faudrait accélérer un peu plus le mouvement justement pour venir en aide à ces gens-là qui sont dans le besoin, un besoin immédiat. Et évidemment, il faut suivre tout le cheminement administratif et c'est souvent ce qui... C'est impératif, voilà. Et après, voilà, vous avez des commissions qui se réunissent, idem pour les logements, tout ça. Et des fois, vous avez des gens qui sont dans un tel état de précarité et d'alarme, je dirais, que vous-même, vous avez envie de faire accélérer les choses, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a toute une procédure à respecter. Et ça, c'est très, très dur à vivre, ça. Même pour un élu. C'est un peu frustrant. Tout à fait. Tout à fait. À un moment donné. Oui, tout à fait. Parce que quand vous vous engagez, enfin du moins c'est mon cas, quand vous vous engagez dans la vie publique, c'est justement pour venir en aide aux gens, les renseigner et faire votre job, tout simplement. Et des fois, vous arrivez à le faire, mais dans un temps un peu trop long, à mon goût en tout cas. Merci beaucoup, Charlie Voglimac. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Bonjour, bienvenue, c'est la dernière émission de la semaine d'Ousguardo sur Radio Alta Vregoan. C'est une émission que vous pourrez retrouver dès demain en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Charlie Voglimac est avec nous à nouveau ce matin, bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'une situation qui est faite à un étudiant, une situation particulière, donc qui est faite à un étudiant qui est incarcéré et qui ne peut pas suivre sa scolarité, on va dire, normalement. Il y avait récemment une conférence de presse du président de l'université et également de la Sochou Solidarita pour demander que cet étudiant soit déplacé dans un autre établissement qui lui permettrait de mieux suivre sa scolarité. On va écouter une intervention de Pierre-Marie Geronimi, le président, Pierre-Marie Romagne, le président de l'université de Corse, et on se retrouve après. Naturellement, il s'agit d'une situation douloureuse qui est faite à un jeune homme qui est, pour des circonstances sur lesquelles je n'ai pas à me prononcer, incarcéré dans une prison de la région parisienne, qui au surplus est un étudiant inscrit dans notre université. Donc la problématique est simple, tout jeune a droit à l'instruction, à la formation, à poursuivre des études et ce droit est dédié à tout jeune, même s'il est, pour des raisons diverses et variées, incarcéré. La problématique est qu'en plus il s'agit d'un étudiant qui a la volonté, j'allais dire non pas de profiter, mais de mettre cette occasion de retrait pour enrichir sa formation, qui a donc en 2013-2014 réussi un diplôme d'accès aux études universitaires et qui à la suite s'est inscrit à l'université pour suivre des cours par correspondance depuis la prison dans un double cursus d'histoire, de langue et culture corse. Charlie Voglimac, donc votre sentiment sur ce cas particulier? Écoutez, il nous renvoie pratiquement, même si c'est pas les mêmes dossiers, mais à ce fameux rapprochement des prisonniers, en règle générale. Alors pour le cas de ce jeune homme, bien évidemment, il faut absolument que ce jeune soit rapproché pour pouvoir exercer ses études, apprendre peut-être son futur métier. Quelqu'un qui veut faire cette démarche, déjà, je trouve ça bien. Par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on ait ce genre de discussion. Ça devrait se faire, mais naturellement. Je vous parlais des prisonniers politiques. Ça, c'est la même chose. Mais ça fait des mois et des années qu'on en parle. Alors, de temps en temps, on a quelques rapprochements par-ci, par-là. Mais il faudrait que ça se fasse naturellement. Alors, je ne sais pas trop à quoi joue l'État dans cette affaire. Et je tiens quand même à préciser que, malgré mon appartenance à une famille centre-droit, je ne jette pas la pierre au gouvernement de gauche. Ça s'est vu sur d'autres gouvernements de droite
aussi. Donc ça fait vraiment partie des sujets qui doivent être traités en priorité et en urgence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la double peine, la peine des familles. Je regardais la semaine dernière un reportage sur une famille qui part très souvent voir un de leurs fils. Quand on voit les coûts d'avion, de déplacement, parce que leur fils est carrément au nord de la France, c'est quand même le chemin de croix. Il y a des coûts financiers. Donc ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Donc pour en revenir à ce jeune homme, j'espère très sincèrement que la demande qui a été faite, il y aura une suite et qu'il pourra exercer ses études dans les meilleures conditions possibles. C'est pas parce que vous êtes incarcéré que vous avez moins de droits, du moins sur ces sujets, que les autres. Sur le rapprochement des prisonniers, justement, les associations disent c'est la loi, en fait. Ce rapprochement, il est inscrit dans la loi. Il n'y a pas que les associations, d'ailleurs, qui le disent. Il y a les textes aussi. Et puis, il y a eu des délibérations de l'Assemblée de Corse. On a vu notamment le député maire d'Ajaccio aussi aborder cette question devant l'Assemblée nationale. Mais on a l'impression, en fait, qu'il y a deux camps. Les gouvernements de droite ou de gauche, comme vous le disiez. Donc, il y a ce qui se dit en Corse, la volonté des élus de la Corse aussi. Et puis, des élus qui avaient été reçus à Paris aussi. Puis il ne s'est pas passé grand-chose, on a l'impression. Non, mais je disais tout à l'heure, que vous soyez élu nationaliste, de gauche, de droite, il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Ce sujet en fait partie. Malheureusement, parce que je ne vais pas trouver d'autres mots, le mot de la fin, c'est l'État qui l'a. Le problème est là. Donc, comment on va arriver à une sortie digne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que demandent les familles, qu'est-ce que demandent les élus, qu'est-ce que demandent les associations? L'application de la loi, tout simplement. Donc vous pouvez pas, l'État peut pas reprocher à certaines personnes qu'elles ne respectent pas la loi, et elles-mêmes, quelque part, ne respectent pas la loi, je suis désolé. Donc ce sont des discussions qu'on devrait même plus avoir, même ce soir, demain, après-demain, c'est figé ça, c'est une loi. Donc que l'État commence à appliquer les lois qu'il impose, qu'il vote et qu'il écoute un peu plus ce qui se dit dans ces régions, en l'occurrence chez nous en Corse. Voilà. Mais je sais que la majeure partie des élus insulaires sont pour pas dire la majorité totale, sur ce dossier précis, tout le monde est sur la même ligne. On ne devrait plus avoir cette discussion, effectivement. Ben oui, vous avez une loi. La loi, c'est fait pour être appliquée. Même par l'État. Surtout par l'État, il doit donner l'exemple. Ou alors on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas respecter la loi. Merci Charlie Voglimatch. Merci à vous de m'avoir invité. Sur cette note finale, on vous retrouve très rapidement au fur et à mesure des différentes réunions et des différentes sessions du département de la Corse du Sud notamment. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.